Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui déjà pour vous remercier de l'accueil très chaleureux que vous avez réservé à la première de cette nouvelle vidéo, nouveau format concernant la série Cassandra et qui m'a encouragée, comme vous le savez, à poursuivre avec Adolescence, la série Netflix qui, selon les chiffres de la plateforme, est historiquement la plus regardée. Elle atteignait mi-avril les 125 millions de visionnages et donc c'est une série de Grande-Bretagne en 4 épisodes d'environ 60 minutes de Jack Thorne et qui est un drame et qui est devenu le sujet, c'est-à-dire que soit on l'a vu, soit on va le voir, mais je pense qu'il va être difficile de passer à côté. Je vous propose aujourd'hui donc une lecture, ma lecture d'adolescence qui, je vous l'avoue, est une fiction qui m'a beaucoup interpellée dans la mesure où je l'ai trouvée extrêmement dérangeante et extrêmement pertinente à plusieurs égards et je vais donc essayer aujourd'hui de vous expliquer ce qui m'a touchée et donné, comme d'habitude, puisque c'est ma déformation, une lecture plutôt psychanalytique de certains passages. Donc, je vous résume, si vous l'avez vu il y a quelque temps ou si vous ne l'avez pas encore vu, normalement je ne spoil pas, donc voilà. L'histoire de Adolescence tourne autour de Jamie Miller, un adolescent de 13 ans qui est accusé de meurtre sur la personne de Cathy Leonard, qui est une de ses collègues de collège. La série va certes être une enquête policière, mais c'est pas forcément l'enjeu, va surtout nous plonger dans les répercussions psychologiques et sociales de ce crime perpétré par un enfant. Voilà, ça s'appelle Adolescence, mais ça reste quand même un enfant. Les parents de Jamie, Eddie et Manda, sont déchirés entre l'incrédulité, ils pensent que c'est pas possible que leur fils ait commis un tel acte, et la culpabilité, se dire on a dû rater quelque chose. Tandis que sa sœur, Lisa, sœur aînée, tente de naviguer entre loyauté familiale d'un côté et gérer son propre traumatisme, puisqu'elle est quand même la sœur du meurtrier. 2 enquêteurs, Bascombe et Frank, qui vont osciller entre leurs devoirs professionnels et leurs préjugés face à un adolescent qui semble à la fois vulnérable et dangereux, mais aussi une psychologue, Briony, qui est supposée évaluer la dangerosité de Jamie. La fin de la série, qui a pu, pour en avoir discuté autour de moi, qui a pu être soit mal interprétée, soit mal comprise, refuse toute résolution claire et laisse délibérément l'enquête en suspens. C'est un choix narratif, pas une négligence, parce qu'on va voir que la série est extrêmement pensée, extrêmement construite, mais plutôt une incitation à une réflexion sur l'ambiguïté des affaires criminelles, des affaires, vous voyez, je fais de la psychanalyse, je fais des lapsus, des affaires criminelles réelles où la vérité est souvent insaisissable. En cela, Adolescence m'a fait penser à certains films comme Mystic River de Clint Eastwood ou A History of Violence, donc une histoire de la violence de David Cronenberg. Voilà pour ce petit préambule. Donc, je vous propose dans un premier temps une analyse stylistique de cette série. Donc, on a vu 4 épisodes de 60 minutes, c'est court, et en même temps c'est très dense. La série Adolescence adopte, à mon sens, je suis loin d'être une connaisseuse et d'une spécialiste de cinéma, mais à mon avis, elle adopte une esthétique cinématographique assez radicale et je pense que c'est ça qui impacte beaucoup le spectateur en nous plaçant au cœur d'une tension qui va être continue. Ça s'ouvre de manière très tendue sur la scène où les policiers vont aller chercher Jamie et ça se conclut aussi sur une tension et entre les deux, jamais il ne va y avoir de moment de répit dans cette tension.
Chaque épisode est filmé en un seul plan séquence d'1 heure. C'est-à-dire que le plan séquence, c'est qu'il n'y a pas de coupure, on tourne, caméra à la main, voilà, sans interrompre les scènes, et ça crée finalement une immersion ininterrompue qui rappelle certaines expériences audacieuses du cinéma contemporain. Alors, si vous l'avez vu, moi ça m'a rappelé une technique qui est exploitée dans 1917 de Sam Mendes, et je trouve que ça accentue le réalisme brutal en nous plaçant presque dans la scène, puisqu'on n'a pas d'effet de caméra, d'effet de montage, on n'a pas de lissage des aspérités, on est au cœur comme si on était un peu placé en situation de voyeur. La caméra est toujours en mouvement, elle circule entre les personnages et elle est comme une espèce de témoin invisible. Elle se fait parfois complice et parfois accusatrice et elle se fait surtout notre regard, ce qui nous place dans une position assez inconfortable où on n'est pas du tout, on n'a pas les clés, on découvre en même temps et on se le prend, comme disent les jeunes, full face. Donc on est en position de voyeur et ça crée ainsi une gêne, une malaisance constante, mais elle nous place aussi à la même hauteur, j'ai trouvé, que les personnages. C'est-à-dire qu'on n'en sait ni plus ni moins, on est dans une incertitude constante et ça aussi, ça nous met dans la même situation que le papa de Jamie quand il l'accompagne en garde à vue, ça nous met dans la même situation que la psychologue quand elle va interroger Jamie, ou ça nous met dans la même position que Jamie lorsqu'il reçoit les policiers à la maison qui viennent le chercher. Donc ça c'est intéressant parce que on n'a pas de point de vue omniscient dans lequel on pourrait avoir des repères et des clés de lecture. On est vraiment plongé, immergé au cœur de la fiction, enfin de l'histoire. L'absence de montage supprime, à mon sens aussi, encore une fois, vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord là-dessus ou pas, ou si ça peut expliquer des malaises que vous avez pu ressentir. Donc l'absence de montage supprime toute échappatoire possible. C'est-à-dire qu'elle nous enferme dans une espèce de claustrophobie narrative proche de l'angoisse que ressentent les personnages. Moi, j'avais ressenti à peu près cette même gêne dans Le Fils de Saul de Laszlo Nemes, que je vous recommande d'ailleurs, où le cadrage très serré et les mouvements de foule oppressante deviennent finalement symptomatiques de l'angoisse des personnages et se transmettent par capillarité au spectateur qui lui aussi se trouve oppressé et angoissé. La direction artistique, là encore, j'ai trouvé, emprunte aussi au théâtre. J'ai trouvé que la construction des dialogues, la gestion de l'espace nous donnait à chaque épisode la sensation de regarder une captation de pièces de théâtre. Les scènes se déroulent souvent dans des décors étroits, clos, comme le commissariat, la salle d'interrogatoire, le salon familial, la chambre de Jamie. Et donc, les personnages n'ont pas d'issue et ils s'entrechoquent physiquement et psychologiquement. Ils sont obligés de se confronter au sens propre du terme. Et cette approche rappelle des mises en scène comme celle de Kenneth Branagh, notamment le metteur en scène britannique, où chaque mouvement est comme une chorégraphie qui révèle les tensions sous-jacentes. C'est-à-dire qu'il y a une grande part de non-verbal aussi, beaucoup de travail sur le regard en plan rapproché, beaucoup de travail sur le regard, sur les expressions, sur la gestuelle et sur les non-dits, que j'ai trouvé particulièrement intéressante et aussi particulièrement angoissante parce qu'elle nous renvoie à la responsabilité de nous d'aller chercher et de décoder ce qui peut être vrai ou ce qui est de l'ordre de la dissimulation, de l'évitement. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant.
de la même manière, j'ai beaucoup aimé le travail sur la lumière qui est souvent naturelle, tamisée, elle est filtrée par la fenêtre de la salle d'interrogatoire où c'est le gris ou le soleil, tandis que l'usage minimal et presque hypnotique de la musique qui a été choisie accentue le poids des silences. Et j'ai trouvé là aussi ce travail sur la lumière et la musique extrêmement complémentaire du travail sur l'image, et donc ça a créé un effet sur le spectateur assez double finalement. D'un côté, on est dans une immersion totale dans l'intrigue, on plonge en apnée avec les acteurs, enfin avec les personnages, et de l'autre, ça nous renvoie à un sentiment d'impuissance, comme cette espèce de quatrième mur dont parlait Antonin Artaud au théâtre, face à l'inéluctabilité du drame. On y est, on assiste, mais on n'a aucun pouvoir, on n'a aucune prise dessus. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort, et je pense que ça participe notamment de l'impact psychologique que cette série, outre son sujet très sensible, provoque sur le spectateur. Le tournage d'Adolescence, on l'a vu et revu, et je pense que ça a fait quand même assez le buzz sur les réseaux. Donc, je vais rappeler pour ceux qui auraient échappé peut-être à l'analyse filmique. Donc le tournage d'Adolescence a nécessité une préparation extrêmement minutieuse parce que chaque scène a été répétée au moins pendant 3 semaines à l'avance, sans caméra, un peu comme au théâtre au final, et on en revient au même, pour maîtriser le jeu des acteurs, les dialogues, les mouvements, les expressions, mais aussi, dans un deuxième temps, les jeux de caméra pour capter au mieux. Les acteurs, notamment Stephen Graham, le père, Eddie, qu'on a vu dans Gangs of New York, ou dans Pirates des Caraïbes, ou plus récemment dans Peaky Blinders, le père de Jamie, et Owen Cooper, donc Jamie lui-même, ont dû apprendre à évoluer dans un cadre extrêmement contraignant, et sans filet, c'est-à-dire sans la possibilité de rejouer une scène, de rejouer un regard, de rejouer un dialogue, puisqu'ils savaient que ce serait filmé en plan séquence non-stop. Le 3e épisode, qui se déroule intégralement dans la salle d'interrogatoire entre Jamie et Briony, la psychologue, interprétée par Erin Doherty, exigeait une précision dramaturgique. Et j'ai trouvé que c'était vraiment dans cet épisode qu'on avait le plus la sensation d'assister à une scène de théâtre. Les plans séquences, qui sont parfois longs et sans coupure, obligeaient les comédiens, de leur propre aveu, à maintenir une intensité dramatique constante sans aucune possibilité de post-production, donc sans correction possible. Donc c'était du one-shot et il devait être absolument bon à la première prise. Cette méthode de tournage a un impact direct sur les performances des acteurs, parce que contrairement aux films traditionnels où les scènes sont morcelées, coupées, retravaillées au montage, mixées, Adolescence, là, impose une continuité qui se rapproche du jeu scénique des acteurs de théâtre. Les acteurs devaient non seulement maîtriser leur texte, mais aussi leurs déplacements, leurs regards, leurs réactions, leurs interactions en temps réel. La caméra capte de fait ces interactions sans artifice, de manière brute, voire brutale, en laissant émerger une vérité, comme dans du théâtre filmé. Le résultat, ça donne une série où chaque silence, chaque hésitation, chaque mouvement de caméra participe finalement à la construction de cette atmosphère extrêmement étouffante. Donc voilà, ça c'était pour la première partie sur l'analyse. J'aimerais maintenant, parce que le sujet s'y prête véritablement, alors je sais pour en avoir discuté avec des personnes dont c'est le métier d'être psychologue ou psychanalyste, que mes prises de position à ce sujet
peuvent être bien évidemment revues. Alors c'est justement le principe, hein, comme j'ai dit, c'est ma vision. Donc voilà, si vous l'avez vu comme ça, si vous avez vu autre chose, je suis preneuse parce que j'adore vraiment cette psychanalyse textuelle et cette approche psychanalytique même des œuvres.